C'est bon, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur cette séquence d'étapes, de points de situation autour de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Je me présente, je suis Eric Bertin, directeur de mission au sein de Technologie à Expertise. Bonjour à toutes et tous, alors je suis Youssef El Bouglini, je suis également directeur de mission au sein de Technologie à Expertise. Alors, il nous semblait important de donner une suite. On a déjà eu l'occasion d'avoir des petites séances avec des représentants du personnel, notamment autour de cette évolution, pour ne pas dire de révolution autour de la convention collective de la métallurgie. On a eu l'occasion d'accompagner d'ailleurs certains CSE dans cet esprit-là. Il nous semblait important de faire un point à date parce que le calendrier tourne. Et que aujourd'hui, on est un peu en vigilance, peut-être en alerte d'une certaine façon, sachant qu'il va rester 6 mois avant l'entrée dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle lecture des emplois. Que 6 mois, ça nous semble être très très court comme délai au regard du processus à mettre en œuvre. Et évidemment, d'une volonté que les salariés puissent s'y retrouver. Et on reste intimement persuadé que si les salariés peuvent s'y retrouver, évidemment, ça sera un levier favorable aussi pour les entreprises et pour les directions. Un délai de 6 mois en comptant également les congés estivaux, ce qui raccourcit le délai. Exactement. C'est un sujet qui est de fait complexe. On s'est largement appuyé sur le guide paritaire sur la mise en œuvre, qui est disponible en ligne, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et vous allez vous apercevoir que appliquer les préconisations et le processus envisagé autour de 5 grandes phases, 5 grandes phases en 6 mois. Alors, je dis pas qu'il y a une phase par mois, mais on va s'apercevoir que c'est un élément un peu complexe. Et à notre sens, il y a un petit sujet, peut-être même un gros sujet d'alerte au regard du timing. Le guide paritaire, il a un intérêt. Alors encore une fois, nous, on n'est pas là pour avoir un avis sur cette nouvelle convention collective. On est là pour vous donner des clés de lecture et des points de vigilance sur sa mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, elle est cadencée dans un processus qui a le mérite d'exister, être assez performant d'un point de vue théorique, mais qui suppose des phases incontournables qui, elles, peuvent consommer un certain temps et un certain nombre de ressources pour les faire. On l'évoquait autour de ce calendrier, avec les phases correspondantes. Vous apercevez bien qu'il y a 5 grandes phases, on va y revenir, identifier, décrire, valider, coter, classer, qui, à notre sens, implique aussi la représentation du personnel et des échanges avec la représentation du personnel, et qui implique aussi des échanges, de la communication, de l'information auprès des salariés pour anticiper l'ensemble des sujets qui vont remonter assez naturellement d'incompréhension, de réclamation sur cette mise en œuvre. Et encore une fois, on aura l'occasion de conclure, ce sera un peu notre objectif, qui est de dire il y a un après. Ça ne s'arrête pas à la mise en œuvre. Vous allez vous apercevoir qu'il y a un certain nombre d'éléments en termes de suivi. Je sais que ma collègue, normalement, avait dû lancer un certain nombre d'interrogations à ce sujet-là, justement autour du processus, pour savoir si certains d'entre vous étaient déjà en cours de réalisation. Donc manifestement, les quelques réponses que nous avons, c'est en train de bouger, évidemment, c'est ça l'intérêt du sondage en ligne. Et voilà, on est à entre 60% oui, 40%, on est entre 60 et 50-50. Quand je suis à 50-50, je vais aussi m'interroger sur, attention, sur ceux qui n'ont pas encore commencé, parce que les processus sont assez longs.
On a eu l'occasion d'intervenir sur différentes entreprises de très grosse taille qui, elles, ont abordé le sujet depuis plusieurs mois. Et ce n'est toujours pas abouti. C'est pour vous dire que l'enjeu est objectivement pas neutre. Alors, derrière ça, on s'est aussi posé les questions, on vous le dit dans ces différentes phases, des moyens. Je sais que Youssef, lui, a identifié deux sujets assez importants sur cette question de calendrier. Alors, j'ai échangé pas plus tard qu'hier avec le secrétaire du CSE d'un groupe dans le secteur de la métallurgie qui m'expliquait que leurs négociations ne débutaient que la semaine prochaine, sachant que c'est un groupe qui a connu 2 PSE successifs avec des moyens qui se sont réduits et des sujets, en fait, d'autres sujets qui impactent les fonctions RH, on se pose la question de savoir en fait, si elle va être en mesure d'accompagner et de faire le travail avec la représentation syndicale et les organisations et les IRP. Donc c'est un véritable, le sujet du moyen est un véritable problème quant à la mise en œuvre de cette nouvelle convention collective. Je vois déjà un certain nombre de commentaires dans le chat. On vient d'avoir la première réunion et puis actuellement, côté classé, les IRP participent pas à ce processus. On va y revenir durant cette heure avec vous. Déjà, moi, ça me pose problème. On y reviendra. Que les IRP ne soient pas partie prenante des retours sur ces éléments de cotation, c'est un gros sujet parce que je vous le dis d'avance, ce que vous ne faites pas en avance de phase, vous l'aurez en retour en termes de réclamation salariée. Je constate aussi que à date là, dans les retours, il y a peu d'assistance par des cabinets extérieurs. Alors, évidemment, je vais faire du plaidoyer pro domo vis-à-vis des IRP. Nous, notre positionnement, c'est l'assistance auprès de la représentation du personnel. Mais il nous semble clair, et ça, c'est des exemples très empiriques qu'on a pu constater, que les directions qui ont abordé ce sujet se sont fait régulièrement assister au regard de l'ampleur de la tâche. Alors, premier point méthodologique essentiel à mettre à plat, il n'y a pas de transposition possible de l'existant. C'est en soi un vrai sujet. C'est-à-dire que quand on parle des IRP, quand on parle de la communication avec les salariés, il y a un premier élément essentiel qui est on va se référencer à l'existant. Mon point de référence, c'est ce que je sais aujourd'hui. Je prends mon bulletin de paye, j'ai mon positionnement, j'avais ma convention collective, je savais où j'étais, dans quelle catégorie, dans quel classement, etc. J'ai une question. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi est-ce que cette démarche en fait, est faite et pourquoi une nouvelle convention collective? Alors effectivement, l'enjeu, il est aussi d'adapter cette convention qui à la fois adresse un nombre très conséquent de salariés en France et qui était un peu figé depuis ces dernières années pour prendre en considération les évolutions des entreprises. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs que vous devez rencontrer, c'est la polyvalence, la polycompétence, le fait qu'on essaye d'intégrer dans les clés de lecture des emplois des dimensions qui n'existaient pas sur les précédentes évaluations. À l'époque des fameuses grilles type parodie, il est clair qu'on n'était pas sur est-ce que je fais appel à certaines compétences, à certains éléments de responsabilité fonctionnelle transverse, est-ce que j'ai pris en compte des capacités d'animation d'équipe, etc., etc. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est que, évidemment, les entreprises ont énormément bougé. Quand on voit l'impact, notamment de la digitalisation sur un certain nombre de secteurs, je pense à certaines évolutions, notamment de chaînes industrielles connectées, on voit que la place de compétences IT, de compétences transverses,
des enjeux beaucoup plus larges ont été nécessaires pour prendre en compte la réalité de ces évolutions. Et c'est notamment pour ça qu'il n'y a pas de transposition possible. C'est qu'aujourd'hui, on pose une grille de lecture et une grille d'analyse qui est radicalement différente de ce qui existait précédemment. De fait, il va falloir remettre à plat l'analyse de l'existant. Et non seulement il n'y a pas de transposition, ça c'est le premier élément, le deuxième élément est qu'évidemment, on va avoir à l'œuvre d'autres facteurs pour évaluer, coter et prendre en considération ces métiers avec un certain nombre de facteurs. À ce titre-là, je pense qu'il y a une nécessité de rappeler les différentes phases et d'être très vigilant sur ces différentes phases. Notamment, alors attendez, je prends 30 secondes. Je prends 30 secondes parce qu'il y a effectivement des différentes remarques autour de ces éléments de cotation. Alors, je vois la remarque sur la masse salariale, je suis entièrement d'accord. Et vous allez voir que c'est un enjeu fort au niveau des cotations et des évaluations, avec des incidences, notamment sur le fait que certains salariés pourraient se retrouver bloqués en termes d'évolution à moyen terme, sur la participation des IRP au processus. La direction a présenté le sujet, mais refuse la participation des IRP. Je pense que ça, c'est une erreur majeure, évidemment. Je vois que par ailleurs, il y a des IRP impliqués dans le processus. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que plus la représentation du personnel sera partie prenante, plus elle sera aussi un lien vis-à-vis des salariés et un élément de pédagogie et d'explication. Donc, les différentes phases qui sont essentielles, on vient en partie de l'évoquer. Youssef, oui, pourquoi recenser les emplois existants et ces éléments-là au niveau de la première étape de formalisation? Donc, l'identification, donc la première étape, en fait, c'est l'identification, donc le recensement des emplois existants. Donc, c'est en fait, ce travail de mise à plat est vraiment en fait important, puisqu'il va déterminer en fait donc les résultats en sortie de ligne, donc, par rapport au classement. Cette étape se fait par la description des activités significatives de l'emploi. Donc, on y explique en fait donc, le quoi et non la manière de faire. Un autre élément qui est pris en fait, donc, dans cette identification, c'est la nature et le périmètre des responsabilités qui sont exercées, la description des relations de travail et les activités significatives sont décrites, y compris lorsqu'elles relèvent de domaines professionnels différents ou qui correspondent à une faible part de l'emploi. Et il faut une description précise, complète et réelle, puisqu'actuelle. Une fois faite cette étape d'identification, on passe à l'étape 2, qui est la description. Le contenu réel du travail au travers des activités significatives sont reprises dans un tableau qu'on vous présentera un peu plus loin, qui vous sera présenté par Eric. Et une troisième étape, en fait, qui est la validation, et pour laquelle le salarié doit être impliqué. Toutes ces étapes, en fait, donc, correspondent au bloc formalisation, qui permet par la suite de passer à la seconde grande étape, qui est l'évaluation, qui permet de passer à la cotation et terminer par la classification. Oui, je vois qu'il y a très peu, dans le sondage, là, il y a très peu de CSE qui sont informés sur le processus. On vous le dit, on vous le répète, alors nous, on est largement convaincus, et les exemples qu'on a de différentes entreprises nous font la démonstration que plus la représentation du personnel est dans la boucle,
plus c'est un élément de clarification et de facilitation. Youssef vient de le dire, on va avoir une analyse de l'existant avec un nouveau descriptif. Il y a un vrai risque qui est que la direction, plutôt que d'analyser l'existant, commence à projeter un nouveau modèle d'organisation. On le dit un peu en creux, ce projet va au-delà, va largement au-delà d'une simple transposition administrative d'un référencement des emplois. Il suppose une analyse à plat de l'organisation, des métiers, des besoins, des compétences mises en œuvre et possiblement projetées à moyen terme. On y reviendra sur la situation du après. Donc, l'analyse de l'existence, c'est le socle de référence. Je le dis et je le répète, il n'y a pas de transposition. Donc, il y a un énorme travail, quelle que soit la taille de l'entreprise, encore une fois, d'analyse de l'existant. Avec comment on change de catégorie, comment on change d'emploi, qu'est-ce qui me permet des référencements communs, des référencements différenciés. Sur ensuite la description, il y aura un enjeu de formalisation, d'être à la fois précis, donc avec un certain nombre de verbes d'action bien déterminés, et puis enfin l'étape de validation. Alors, force est de constater que si la représentation du personnel n'est pas dans la boucle, évidemment, l'étape de validation, on a un problème. On a un problème à 2 titres. Le premier titre, c'est que la représentation du personnel n'a pas pu jouer son œuvre. Je vous rappelle qu'elle peut se faire assister sur la méthodologie déployée. Il y a une information consultation sur la méthodologie déployée par la direction. Donc, elle est nativement, j'ai envie de dire, dans la réflexion. Deuxième élément, l'intérêt d'avoir des groupes de salariés permettant d'avoir un point de vue, une critique, une analyse de ces premières formalisations et descriptions d'emploi. L'intérêt est double. Est-ce que je suis sur une lecture assez homogène qui va me faciliter ensuite la cotation et l'évaluation? 2, est-ce que je commence à appréhender les changements et les nouvelles clés de lecture? Évidemment, si je le fais pas, et il y a beaucoup de directions qui tentent de le zapper pour gagner du temps, indéniablement, c'est ça le sujet. Alors, au-delà c'est de la responsabilité de l'employeur, donc j'assume ma responsabilité, ce qui est un peu facile, ce qui est inefficace, parce que ce que vous ne traitez pas aujourd'hui, vous l'aurez demain en retour avec toutes les explications à avoir, toutes les réclamations à gérer. Donc, anticiper de la communication et de l'implication des salariés, c'est d'ores et déjà gagner du temps sur l'étape d'après. Dans la partie identification, le recensement des emplois et le niveau de différenciation requis on va faire une petite analogie en fait, avec les catégories professionnelles dans le cadre des PSE. Donc, soit on fait un descriptif très fin qui peut avoir en fait une conséquence, c'est celle de cibler un métier, en fait, un emploi précis qui, si on prend l'exemple en fait, d'une direction en fait, qui a un projet à moyen terme de réorganisation, pourrait avoir pour objectif de sauver cet emploi, par exemple, si jamais il pouvait être impacté par cette réorganisation. Autre possibilité, en fait, donc aussi, c'est d'avoir des catégories en fait, donc assez larges qui ne se délimitent pas en fait, et ne reflètent pas la réalité de l'emploi. Dans la partie description, formalisation du contenu de travail, comme l'évoquait Eric, ce sont des verbes en fait, donc, très précis en fait, qui doivent permettre de décrire justement le contenu de ce travail. Et l'une des questions, c'est qui décrira? Est-ce que ce sont les RH? Est-ce que c'est le responsable hiérarchique? Est-ce que c'est un groupe de travail? Donc ça, c'est un véritable sujet également à bien appréhender. Dans la validation, il y a une problématique de temps. On l'évoquait, et c'est souvent en fait, donc, une étape qui est zappée par la direction, alors qu'elle est cruciale. Parce que si mise en œuvre, en fait, donc, il y a, comme l'évoquait Eric il y a quelques minutes, on peut se retrouver en fait, dans des situations où le salarié ne se retrouvera pas dans la description de son emploi.
Il y a plusieurs sujets. Alors, pourquoi est-ce qu'on décale pas la date? Parce que la date, elle a été négociée du 1er janvier 2024. Donc, ça pourrait être du bon sens d'envisager de la décaler. Je pense qu'elle fait partie de la négociation et la date d'application a été déterminée. Donc, évidemment qu'elle va s'imposer. Premier élément. Sur l'information, évidemment qu'au 1er janvier, alors je ne préjuge pas de ce qui va se faire dans les entreprises, mais je pense que l'information et la communication auprès des salariés, elle doit être anticipée au 1er janvier, enfin avant le 1er janvier. Sinon, là, ça va être tout le monde va tomber du placard et ça risque d'être un peu compliqué. Sur la question du regard opérationnel, on va le voir assez rapidement autour pour répondre à votre question, autour de la grille de référencement. On dit aujourd'hui, c'était un peu ça l'esprit de tout à l'heure, il y a d'autres réalités en termes d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, je vais avoir un salarié qui se retrouve à un moment donné être sur une équipe, sur une autre équipe, à utiliser différents types de compétences, à encadrer fonctionnellement différentes équipes, à intervenir sur différents sites, à être sur une partie de son travail sur de l'opérationnel, sur une partie de son travail sur de l'encadrement, du pilotage ou de l'élaboration d'indicateurs, de tableaux de bord, que sais-je. Vous voyez bien que la complexité, j'ai pas de regard, il faudrait analyser. C'est pour ça que le nouveau cadre, il est à être appréhendé entreprise par entreprise. On va tout de suite un peu rapidement aller à cette fameuse grille. Vous avez le support, vous pouvez y revenir, autour du référentiel. Donc voilà le référentiel, il est dans le guide, il est en ligne, etc. etc. Premier élément, ce référentiel, il est dans le dur. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas modifier son contenu. Donc, ça va être ça la grille. Le sujet n'est pas de modifier la grille de référence, elle va être d'adapter cette grille de référence à la réalité de l'entreprise. Alors là, premier point de vigilance, premier incontournable, on le dit, on le répète depuis qu'on traite ce sujet-là, cette grille, elle est volontairement généraliste. Les termes à l'intérieur sont volontairement transverses. Tant que vous n'avez pas une lecture partagée des termes et de leur définition entre les salariés, la représentation du personnel et la direction, chacun y met ce qu'il veut. Quand on parle d'un sous-ensemble d'organisation, moi, je peux avoir une lecture par entreprise dans laquelle on intervient. Donc, évidemment, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Ça, je ne peux pas vous le dire. En revanche, ce que je dois vous dire, ce qui me paraît clair, c'est que vous devez avoir un langage partagé avec votre direction sur ça veut dire quoi sous-ensemble d'organisation, ça veut dire quoi compétences, coopération ponctuelle, quelle est la fréquence, quelle est l'appréciation de cette fréquence, quelle est l'appréciation des compétences à mettre en œuvre. Si je n'ai pas de descriptif, et donc ça renvoie sur ce qu'on disait précédemment autour des éléments de formalisation, si je n'ai pas de description précise des métiers de référence, tout le reste n'a pas de sens. C'est-à-dire, tout le reste ne peut pas s'appliquer. Évidemment que l'entreprise a tendance à globaliser les métiers, évidemment qu'on va créer des frustrations. Je pense que le vrai danger, à la fois pour aller vite, à la fois pour simplifier la vie des directions, c'est d'avoir de l'emploi fourre-tout. C'est-à-dire que je vais avoir un emploi type qui va être tellement généraliste que je pourrais avoir à la fois du soudeur jusqu'au comptable. Je caricature volontiers, mais c'est un peu ça l'idée. Ok, ce que j'ai gagné là, je vais le perdre dès que je vais être dans l'évaluation de la cotation, parce que je vais être obligé d'appliquer cette grille. Mais si j'ai pas de description fine et précise de mes emplois avec la première phase de formalisation, je vais avoir un gros problème pour avoir une cotation qui est juste.
Ça me paraît être un premier élément. Alors, la différenciation du junior, du senior ou de l'expert. Vrai sujet. Et on voit bien que cette grille, elle va demander une clé de lecture sur quand on commence à analyser les connaissances à mettre en œuvre, les capacités d'encadrer hiérarchiquement, fonctionnellement, un certain nombre de capacités en fonction du degré attendu, mais il va falloir avoir la clé de lecture adaptée à l'entreprise de ce qu'est le junior, le senior, ou l'expert. Ça me paraît incontournable. Donc, on revient en arrière, mais on s'adapte autour du... Oui, vas-y, sur la description. Alors oui, au regard de la grille, il faut rédiger son propre glossaire. Je viens de voir la remarque, elle me paraît essentielle. Il faut un langage commun. Ça, c'est un élément indispensable. Si une fonction égale une cotation et que tout... il y a un problème de fond sur la place des entretiens d'appréciation. On va revenir sur... oui, je suis entièrement d'accord avec la remarque. Ça, c'est l'après. C'est en fait ce que ne dit pas le guide paritaire, c'est l'enjeu de demain. On verra ça sur les éléments conclusifs. Sur l'application des conventions territoriales, j'entends bien les spécificités de la métallurgie jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est sur une convention qui est objectivement transverse. C'est-à-dire qu'on a réglé la question spécifique. Alors, il y aura peut-être des adaptations. Je n'oublie pas, hein, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau mode d'interaction où les accords d'entreprise ont un rôle prépondérant. Mais cette grille, elle se veut transverse et adaptable à toutes les situations. Elle a mis de nombreuses années à être proposée, cette nouvelle convention collective. Elle suppose derrière une capacité de s'adapter à toutes les situations. Alors, donc on l'a dit, un élément clé autour du référentiel et du partage sémantique. On ne rentre pas dans cette discussion. Et vous avez un rôle à jouer d'échange avec votre direction sur qu'est-ce qu'elle a dans la tête autour de ces sujets-là. Je pense que si elle partage pas de langage avec vous, si elle vous décrit pas ce qu'il y a dans la grille, on va avoir un énorme problème de compréhension et de lecture à moyen terme de la part des salariés. Autour de la cotation, j'ai passé donc l'étape du référentiel et ensuite je commence à mettre des points. Pour cette étape en fait, donc, de cotation, on arrive en fait, donc, à avoir un certain nombre de points qui vont de 6 à 60. Les non-cadres ont des points en fait, hein, qui vont de 6 à 36 et on devient cadre en passant la barre des 37 pour avoir un maximum de 60 points. Cette note permet de classer les emplois dans des classes qui vont de 1 à 18, comme vous voyez en fait, dans le tableau qui est ici sur la droite. Et chacune de ces classes est positionnée en fait, dans des groupes, donc 9 groupes qui vont de A à I. Donc il y a un regroupement en fait, donc 2 par 2 de chacune des classes. Donc il y a un véritable enjeu d'harmonisation qui peut être complexe. Il y a des changements de positionnement qui dépendent possiblement de peu de facteurs. Et ce que l'on dit, en fait, c'est qu'il est nécessaire d'anticiper dès à présent les incompréhensions possibles des salariés, prévoir un plan de communication-information, comme l'évoquait Eric tout à l'heure, le plus en amont possible,
identifier dans le processus de commission de suivi paritaire qui permettrait de traiter les réflexions, remarques et demandes, et anticiper le plus possible les impacts sur les positionnements et les perspectives d'évolution à moyen terme. Donc, je ne sais pas si tu as des exemples en fait, dans ce sujet. Je le dis toujours en boutade, on passe de non-cadre à cadre en un point. Donc on voit bien que comme la note, elle m'est donnée en tenant compte des nombres de critères et des fameux 10 degrés sur les 6 critères, mon positionnement, il est évidemment très important parce que la note globale, elle va me faire basculer dans une situation cadre non cadre. Bon, premier élément. Deuxième élément, je reviens sur des questions autour du glossaire. C'est un élément, prenons le temps, c'est vraiment très, très clé. La grille de référence, donc elle est non bougeable, mais elle demande à être explicitée par entreprise. Quand l'emploi nécessite des connaissances minimales, l'emploi nécessite des connaissances élémentaires. Je ne sais pas quelle est la lecture qu'a votre direction de ce qu'est une connaissance minimale d'une connaissance élémentaire. Et selon les directions et selon les entreprises, je vais avoir des lectures différentes. Si je ne partage pas cette compréhension-là, je vais de façon permanente régler ce sujet parce que le salarié va dire non, mais moi je ne suis pas en connaissance minimale, j'en sais un peu plus que ça. Et vous voyez bien, vous changez de degré. Bon, alors je prends cet exemple-là, il y en a évidemment plein d'autres. Quand l'emploi engage la performance d'un sous-ensemble de l'organisation et de l'entité économique, moi, le sous-ensemble de l'organisation de l'entité économique, je ne sais pas ce que c'est. C'est une direction, c'est un service, c'est une équipe, c'est la place d'une BU dans un groupe intégré. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, le fait de ne pas clairement définir ça, quand je vais coter, et on va voir les enjeux de cotation de qui fait, je peux avoir des écarts où le salarié ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire qu'il va se retrouver à un positionnement, c'est-à-dire qu'il va se retrouver en bout de course avec une note qui va le positionner et lui donner sa référence en disant « mais je ne comprends pas pourquoi je suis là ». C'est-à-dire je n'ai pas la compréhension de la clé de lecture qui m'amène à ce positionnement-là. Et c'est pour ça que je dis, 1, il faut que les IRP soient dans les boucles. 2, il faut que les salariés aient un minimum de communication et de clarification sur ces sujets. Mais comme cette grille, elle est générique, ce qui me permet de répondre à une autre question. Oui, c'est la nouvelle classification qui va s'adapter à l'ensemble des entreprises. L'enjeu, il est bien l'appropriation entreprise par entreprise de cette grille en fonction de la réalité de l'entreprise. Je ne préjuge pas de la réalité de l'entreprise et de la compréhension. Mais voyez bien que si je n'ai pas un vrai descriptif d'emploi, si je n'ai pas un partage de l'explication de ce qu'est une solution identifiée, quand j'ai coopération ponctuelle, c'est une fois par mois, une fois par semaine, une fois par an, j'en sais rien. Et on s'aperçoit que tout ça fait bouger beaucoup de lignes. Quand j'ai coordination d'un sous-ensemble, je ne sais pas ce que c'est. Cette grille de référence, elle est volontairement générique. Mais si je n'ai pas l'adaptation de cette situation à l'entreprise, je me génère d'entrée de jeu des sujets sans fin d'échange avec l'ensemble des salariés de la représentation du personnel et l'ensemble des réclamations. Parce que c'est une fois que j'ai mes emplois, que je les passe au crible de cette grille, ce qui va me donner un certain nombre de cotations. Et ce qui aboutit effectivement à ce que disait Youssef, on s'aperçoit qu'on est sur des éléments où je peux avoir qu'est-ce qui fait que dans ma classe d'emploi, je suis à 9, je suis à 10, qu'est-ce qui fait que je suis à 1. Vous voyez bien, donc c'est la déclinaison de la grille de référence qui est la déclinaison du descriptif d'emploi. Donc si je ne respecte pas le processus, si je zappe des étapes,
je pense que je vais me générer des gros sujets demain d'incompréhension. Donc, pour moi, enfin pour nous, hein, il faut que la représentation soit prévue et il faut qu'il y ait un plan de communication sérieux vis-à-vis des salariés. Une question, en fait, je ne sais pas si tu as répondu, c'est entendez-vous par rédiger son propre glossaire? Bah, c'est ça, c'est que entreprise par entreprise, votre direction doit partager avec vous ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle met comme contenu quand si je prends degré 7 autonomie, l'emploi requiert de déterminer des méthodes, procédés, moyens avec validation sur demande. C'est si j'ai pas l'explication de ce que met la direction derrière ça, je mets ce que je veux. J'ai ma lecture, Youssef il a sa lecture, nos collègues ils ont leur lecture, celle-là elle n'importe pas. La lecture de votre direction elle importe et il faut la partager. Autre sujet qui va être directement lié à ça, c'est évidemment qui va coter. Vous voyez bien qu'on a un descriptif. On a dit qu'il faut une validation des salariés. Ensuite, qui cote? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est très souvent l'encadrement de proximité qui se retrouve à côté. Enfin, c'est les exemples qu'on a croisés assez régulièrement. Ah, ils ont été formés. Alors eux, ils ont de la chance, ils ont été formés. Puis ils se retrouvent à côté. Et il y a un biais naturel qui vient d'apparaître, c'est que au-delà de la grille, il y a ma connaissance de la personne. Et il y a un biais qui est ah oui, mais lui, il fait ci, il fait ça, etc. Donc, je sors du descriptif d'emploi pour rentrer dans l'individualisation de ma connaissance. J'ai un exemple qui est assez éloquent. Une très grande entreprise qui avait fait l'exercice il y a plusieurs mois de ça. Donc les encadrants ont coté. Ils ont remonté l'élément auprès de la direction des ressources humaines et aussi de la direction financière et qui leur a dit gentiment non mais là, si on applique les nouvelles cotations, on augmente de 25% la masse salariale. Donc vous allez reprendre vos copies puis vous allez recommencer. Parce que ça ne va pas le faire. Donc, vous voyez bien que l'enjeu, il est pas neutre. C'est que demain, je peux me retrouver avec des situations où je vais avoir quelqu'un qui était étam qui va passer cadre, avec quelqu'un qui était cadre qui va se retrouver possiblement déclassé. Alors, évidemment, il n'y aura pas de question de sa rémunération, mais ses perspectives d'avenir sont évidemment plus les mêmes. Et puis il y a la relation, cette relation au travail est évidemment pas la même. Quand je vais avoir quelqu'un, on connaît tous ces situations de fin de carrière où j'ai des éléments de promotion qui ont une incidence sur mes derniers niveaux de rémunération à l'aune de la retraite parce que ça fait bouger un petit peu les curseurs. Et je ne vais pas rouvrir le débat ici, mais on voit bien que ça a des incidences non négligeables sur les niveaux de retraite alloués. Si je mets le truc à plat, est-ce que je prends en compte ce paramètre? Donc, est-ce que je ne vais pas tordre le bâton pour revaloriser certains salariés? Et puis, comment je vais prendre le risque? On évoquait tout à l'heure des emplois fourre-tout. On l'a en tête, on l'a évoqué. Une entreprise qui est un peu maligne, elle se dit quoi? Elle se dit, bon, là, j'ai ça à faire. Puis j'ai dans ma tête que je vais avoir des éléments de réorganisation. Et comme Youssef l'a évoqué, il y a des enjeux de catégorie professionnelle. Si je veux préserver un certain nombre d'emplois, je vais tordre le bâton pour essayer d'avoir des identifications qui vont m'isoler un certain nombre de salariés versus une lecture très généraliste où je vais embarquer beaucoup de salariés dans le système. Si évidemment tout ça c'est un jeu entre la DRH et l'encadrement qui cote et que la représentation du personnel et les salariés arrivent en bout de course, ça risque de bloquer assez significativement un certain nombre de sujets. Donc,
sur la gestion du passage cadre à non-cadre avec la nouvelle classification, vous allez être repositionné non-cadre. Vous conserverez normalement un certain nombre d'avantages. Évidemment qu'il y a des incidences sur la retraite, sur les cotises, sur un certain nombre de forfaits. Il faudra vérifier les incidences sur les accords d'entreprise et les adaptations de ceux-ci. Et puis, ça veut dire que la personne, soit je suis limite et donc je vais avoir des processus qui vont me permettre de retrouver ma position de cadre, soit je vais avoir des discussions à plus ou moins long terme. Alors, est-ce qu'elle a intérêt à tirer les métiers vers le bas? Ça va être un enjeu à la fois en termes de positionnement, de valorisation, d'attractivité de l'entreprise, et puis de maîtrise de la masse salariale. Hein. C'est un peu toujours les enjeux. Il faut-il faire des groupes de travail et ensuite harmoniser? Évidemment. Je pense que c'est un enjeu clé d'avoir des premières passes, des premiers tests, des éléments d'harmonisation. Est-ce que les RH vont jouer leur rôle là-dessus? J'en sais rien. Sur la phase de classement, on a aujourd'hui des grosses, moi j'ai en tête des grosses entreprises où ils arrivent à aller assez loin. Ils sont pas loin de la mise en œuvre. Ils sont déjà dans les classements, dans l'information, mais ça fait 18 mois qu'ils y sont. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas commencé avant-hier. Et par rapport au groupe de travail, en fait, dans le guide, il est préconisé effectivement d'avoir un groupe de mettre en œuvre des groupes de travail. Ils ont même évoqué une dizaine de personnes pour que ce soit le plus efficace possible. On a d'autres exemples d'entreprises où ça a été clairement refusé. Nous, on dit, vous prenez un risque, c'est que vous faites, entre guillemets, vos opérations dans votre coin. À un moment, vous allez sortir du chapeau, X, il est là, Y, elle est là, et il faudra gérer tout l'après. Et je pense que gérer tout l'après, c'est objectivement très compliqué. Pour répondre alors, il y a la question, enfin, l'entreprise n'aurait pas intérêt à tirer les métiers vers le bas, donc tu as répondu dessus. Moi, j'ai en tête en fait donc, 2 exemples d'entreprises. Comme l'évoquait Eric, en fait, il y a un sujet d'attractivité. Fonction du secteur en fait, dans lequel vous êtes, il peut y avoir plus ou moins de tension sur certains métiers. Donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'entreprise de tirer les métiers vers le bas. Sachant qu'il y a des grosses complexités à pouvoir recruter sur certains métiers et dans certaines régions de France. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et d'autres entreprises où elles sont plus à chercher à maîtriser en fait, donc leur masse salariale, à réorganiser, puisque les secteurs sont impactés de façon différente et fonction de leur compétitivité, entre guillemets, ont plus ou moins de succès et dégagent plus ou moins de résultats. Alors, justement, par rapport à tous ces éléments de communication, avant d'anticiper nos éléments de conclusion, on voulait savoir où vous en étiez, vous, sur justement l'information des salariés, la communication, et puis la commission de suivi. Parce qu'il y a un après, évidemment, cette affaire s'arrête pas là. Alors, un petit point très spécifique, je vous le dis, c'est évidemment pas un cas général, mais c'est un cas qui existe. Vous avez des entreprises qui sont rattachées à une branche et à la convention correspondante. Et puis, vous avez des accords d'entreprise qui modifient significativement la grille ou qui ont une lecture qui est une lecture d'un groupe, d'une grille groupe, ce genre de choses. Ce qui veut dire que là, j'ai un double exercice. Donc, en fait, je vais avoir le passage sur la nouvelle convention et puis le rattachement à la classification, entre guillemets, maison. Donc là, du coup, je rajoute une difficulté à la difficulté. On l'évoque là, on ne développe pas plus que ça,
Mais c'est pour vous dire que si ça, en plus, c'est la situation dans laquelle vous êtes, dans le délai imparti, ça va devenir vraiment possiblement très compliqué. Alors, les recours pour imposer les IRP, premier élément, vous devez être informé et consulter sur le processus et la méthode. Je vous rappelle que ça, c'est envisagé. Alors, il n'y a pas de recours, vous pouvez ensuite vous faire assister, mais c'est une expertise libre. Mais en tout cas, on vous doit cet élément-là. Et puis, c'est l'occasion de dire soyez raisonnable et mettez-nous dans la boucle. Alors après, effectivement, la grille, c'est un élément de pilotage d'entreprise, c'est de la responsabilité de l'employeur. Indéniablement. Mais il a besoin, sauf s'il est le meilleur du monde, mais certains peuvent y croire, qu'il pourra faire ça tout seul. Ce qui n'est pas traité maintenant, vous l'aurez en retour demain. Et je pense qu'il vaut mieux essayer de traiter un certain nombre de sujets d'ores et déjà, plutôt que d'avoir des traitements dès demain. Le groupe de travail, c'est l'idée d'avoir des salariés qui vont tester ce qui va sortir de la description des emplois, voire de leur cotation. C'est d'avoir des salariés qui, eux, ont leur vision très opérationnelle de leur métier et de vérifier que c'est cohérent. Et alors, sur le traitement des litiges, j'en profite, parce que ça nous fait une très bonne transition sur le « et après ». Alors, et après, évidemment, on dit c'est un modèle qui, on voit bien, c'est pas une modification administrative, c'est bien au-delà. C'est à notre sens une évolution majeure, parce que c'est une nouvelle façon de lire son métier, sa relation à l'entreprise, son niveau de reconnaissance dans l'entreprise. Et évidemment, ça suppose d'avoir une capacité à se projeter. Ça, c'est un premier élément du « et après ». Je vous rappelle que là, vous rebouclez, et c'est aussi un argument à opposer auprès de vos directions, vous êtes informé et consulté sur les orientations stratégiques et les conséquences sur l'emploi. Objectivement, avoir une nouvelle convention collective va bouger des lignes sur la gestion prévisionnelle des parcours professionnels, des emplois et des compétences, etc. C'est un élément clé, puisque je vais avoir une nouvelle grille de lecture et je vais être obligé de repenser mes besoins en compétences, mon attractivité, comme le disait Youssef tout à l'heure, à l'aune de cette nouvelle grille. Donc évidemment, dans les orientations stratégiques et conséquences sur l'emploi, ça c'est un premier sujet qui nous paraît clé. Deuxième élément, et sur le plan de communication et la commission de suivi, c'est aussi donner du sens à l'ensemble. Parce que sinon, ça va se retrouver en question de CSE. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le périmètre de champ d'application va recouvrir aussi les compositions CSE, et donc vous aurez un certain nombre de sujets qui vont remonter. Donc l'idée de la commission de suivi, paritaire, à notre sens, donc direction, représentation du personnel, et puis expert, entre guillemets, expert technique, c'est envisageable, nous semble être un bon moyen de suivre. Alors, il faut lui donner du corps, il faut lui donner un peu de moyens, il faut lui donner un peu de temps, il faut lui permettre de prendre les réclamations, de pouvoir traiter ces réclamations. Sur le traitement des litiges, il y a en fait deux grands sujets. Le premier sujet, c'est l'incompréhension. Donc ça renvoie sur le plan de communication, sur la formation, sur comment l'encadrement va réexpliquer, comment la représentation du personnel, pour peu qu'elle soit un peu partie prenante, va expliquer aux salariés. Donc ça peut traiter une partie des sujets. Et puis après, il faudra repasser alors à la fois avec l'œil de l'encadrement opérationnel, à la fois avec l'œil RH, à la fois avec l'œil de la représentation du personnel, d'où la commission de suivi. Il faudra repasser en revue les situations. Et peut-être qu'il y aura des rebasages, des réaffectations là-dessus. Alors non, les IRP ne peuvent pas retarder la mise en place. Ça, je vous le dis tout de suite, ça me paraît pas possible.
Et puis sinon, après, on va retomber sur prud'homme et autres. Hein. On va retomber sur du litige individuel. C'est très compliqué ensuite de faire bouger. Puis le vrai risque, c'est que la déception du salarié amène à changer d'emploi, à faire jouer la concurrence, ce genre de choses. Donc, c'est un vrai risque pour l'entreprise. Une erreur de communication, une erreur de positionnement, c'est un élément de frustration. Hein. Vous pouvez avoir des salariés très motivés qui, au regard de leur positionnement, vont se retrouver dans une situation en disant « mais je comprends rien, moi tout ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens ». Donc il y a un enjeu clé. Hein, c'est pas encore une fois, c'est pas purement administratif. C'est un enjeu clé du modèle d'organisation et de la capacité individuelle et collective à se projeter dans ce modèle d'organisation. Et puis, voilà, pas de plan de communication, aucun salarié prévu. Voilà, c'est des erreurs. Hein. Enfin, je vous le dis, hein, je pense que c'est des erreurs parce que vous les aurez en retour. C'est-à-dire que les salariés ne vont pas comprendre, ils vont poser des questions, ils vont dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et donc vous allez, d'un point de vue très opérationnel, hein, emboliser les RH, emboliser l'encadrement opérationnel, etc., etc. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu des questions là-dessus. L'après. L'après, il y a tous les accords d'entreprise qui font référence à la convention collective. Quel est l'impact de cette évolution? Comment je vais repenser mes entretiens annuels? Parce que c'est aussi un élément déceptif. C'est-à-dire, je suis mal positionné, j'ai un entretien annuel, mais peut-être que je vais avoir une logique d'accompagnement derrière. Donc, repenser les entretiens, hein, l'écrit d'entretien, les modalités d'entretien. Donc, est-ce que l'encadrement, est-ce que les RH sont en capacité d'accompagner ce genre d'évolution? La gestion prévisionnelle à moyen terme des emplois et des compétences et des parcours professionnels. Alors, on est d'accord, hein, plus ou moins de 300, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais en termes d'information, mais le sujet est transverse. Les départs à la retraite, hein, on l'a évoqué. Que si j'ai un changement de positionnement, c'est un gros sujet. Et évidemment, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'idée d'avoir ces salariés en bout de carrière qu'on réévaluait à l'aune du départ à la retraite, qui était toujours un élément un peu de reconnaissance. Vous l'avez évoqué, évidemment, toutes les adaptations de l'ensemble des accords d'entreprise, prévoyance santé, parce que c'est selon le positionnement, c'est pas forcément les mêmes cotisations. Le temps de travail, hein, forfait, pas forfait. Enfin. Vous voyez, donc, tout n'est pas réglé le 1er janvier. En fait, le 1er janvier, j'ai la situation, et puis le travail commence. C'est-à-dire que c'est un peu comme le permis de conduire. Vous voyez, j'ai mon permis, et puis c'est après que je vais apprendre à conduire. Il va falloir apprendre à vivre avec cette nouvelle grille de lecture, à la faire vivre, et elle va supposer un temps d'explication. Et pourquoi on disait plan de communication? Parce que plus tard les salariés sont dans la boucle, plus ils vont poser des questions à partir de janvier 2024, plus ils vont s'étonner, plus il faudra traiter des réclamations, plus il faudra revoir un certain nombre d'éléments post-mutation. Donc on voit bien que ça a des enjeux à plus long terme et que ça a des enjeux sur la capacité à se projeter dans l'entreprise. Donc l'accompagnement, le plan de communication, l'après, encore une fois, je n'ai pas réglé cette question le 1er janvier. Et aujourd'hui, alors là je vous le dis, toutes les entreprises qu'on a pu côtoyer repoussent cette discussion à demain. Donc il y a un très gros sujet sur attention, le demain n'est pas encore ouvert. Et là, il faudra aussi que la représentation du personnel au sens large joue son rôle pour les révisions d'accords,
voir comment se réalisent les entretiens. Et donc ça, jouer aussi des informations, consultations récurrentes du CSE notamment, pour traiter ces points-là. C'est aussi un point qu'il faudra avoir en fil rouge. Je pense notamment à l'analyse politique sociale, conditions de travail et emploi, qui sera un vrai moment de rediscussion des impacts sur les salariés de cette grille, notamment. Puisque certains peuvent être totalement tankés pendant Exactement. Le temps du rattrapage, si jamais ils changent de catégorie. Exactement. Certains peuvent être totalement bloqués en termes d'évolution de salaire, de rémunération, puisque le temps du rattrapage auquel ils vont devoir faire face, alors que d'autres vont avoir un saut potentiel de rémunération, puisque en changeant de position. Donc il y a ces enjeux-là. Dans le cadre de la GEPP, comme l'évoquait Eric, en fonction de la taille de l'entreprise, on n'est pas positionné de la même façon. La direction n'a pas les mêmes contraintes. Mais il y a également des enjeux assez importants, puisque dans la cartographie des métiers, ça peut avoir certaines implications, surtout dans les perspectives, en cas de réorganisation future. Donc, ce sont des éléments importants à avoir en tête. Donc, en conclusion, à retenir du message qu'on souhaite faire passer, le calendrier est temps, indéniablement instant, au regard du travail à mener. Les enjeux de description d'emploi sont fondamentaux. Et vos directions ont tout intérêt à le partager avec vous. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. C'est un gros travail, quoi qu'on puisse en penser. Ensuite, l'enjeu de cotation est évidemment essentiel. Et qu'enfin, tout ça n'a de sens que s'il y a un vrai plan d'accompagnement et d'un processus de suivi après. On le dit, on le répète. Alors évidemment, on croit dans ce qu'on dit, tout simplement parce que c'est pour vous éviter d'avoir trop de sujets derrière. Et vous l'évoquez vous-même, quand vous remontez vos niveaux de granulométrie, vos complexités d'identification de la polyvalence et de la valorisation de la polyvalence. Attention, parce que la polyvalence qui a été un enjeu clé pour les entreprises en termes de recherche de productivité sur ces dernières années, suppose aujourd'hui un élément de reconnaissance. Et c'est le moment ou jamais de poser le sujet sur la table. Donc on voit bien que vos directions ne sont pas forcément enclins à ça. Quand on disait tout à l'heure entre reconnaissance et maîtrise de la masse salariale, là il y a un sujet qui semble un peu clé sur ces questions-là. Passe en revue un certain nombre de questions si on peut voir. Voilà, et je vois une dame qui dit qu'elle est RH toute seule, elle gère seule ce changement, c'est très compliqué, c'est une énorme charge de travail. Évidemment, notre positionnement, nous, c'est le soutien à la représentation personnelle, mais je ne nie pas la charge de travail pour les équipes RH. C'est un énorme boulot, donc ça risque d'être très, très compliqué. Bon, je constate qu'il y a trop peu de commissions et pas forcément très paritaires. Ça, c'est dommage. Parce que ça va être des sujets rampants. C'est-à-dire que, encore une fois, j'aime bien l'image du permis de conduire. C'est-à-dire que vous avez votre permis, mais vous allez pendant un an continuer à vous recaler, à vérifier un certain nombre de sujets, à revoir les entretiens, à revoir le positionnement. Enfin, il faut le digérer. C'est-à-dire que, toujours pareil, la direction, elle a un coup d'avance. Le salarié, il arrive en bout de course et lui, il va être obligé de tout rattraper. C'est très compliqué et ça peut être un élément. Il ne faut pas que ça devienne un élément déceptif. C'est un élément d'implication qui est évidemment fort. Voilà. Évidemment, on reste à votre disposition. Puis je vous remercie de votre écoute. Merci pour votre attention. Et il y aura un replay, donc n'hésitez pas à en profiter. J'ai cru comprendre qu'il allait faire
pas très beau ce week-end, donc ça peut vous donner une petite occasion ce week-end. Si vous avez un peu de temps. Non, c'est une boutade. Très bonne journée. Merci encore une fois à votre disposition. Merci.